40 km plus haut, dans les gorges, le train Le Cévenol circule sur l'une des voies ferrées les plus vertigineuses de France. T'es toujours content quand tu passes sur cette ligne là? Ah bah ça me change d'aller à Paris, c'est autre chose, c'est la nature. Frédéric Faucon est professeur de géographie. Il se passionne pour l'histoire des réseaux ferrés. Aujourd'hui, dans la cabine, avec le conducteur, ils vont suivre le trajet le plus impressionnant de ce parcours qui surplombe l'Allier. Cette ligne, elle est complètement liée à la rivière Allier, puisqu'elle l'allonge sur presque tout son parcours. Donc c'est vraiment un couple, la rivière et la voie ferrée. En 1854, la compagnie du PLM décide de créer une nouvelle ligne entre Paris et la Méditerranée, en passant par Clermont-Ferrand. Les ingénieurs choisissent le tracé le plus direct, celui qui longe les gorges de l'Allier. C'est un vrai défi pour les bâtisseurs. Les ingénieurs du PLM, ils ont choisi un itinéraire de vallée pour être à l'abri des congères, être à l'abri de la neige. Donc quand ils ont choisi cet itinéraire de vallée, il a fallu passer dans la vallée. Et donc passer dans une vallée qui est tortueuse, qui est sinueuse, qui est encaissée, il faut faire beaucoup de tunnels, il faut faire beaucoup de viaducs. Au total, 51 tunnels et 16 viaducs sont construits pour franchir les gorges. Sur 77 km, la ligne se ferait un chemin le long des falaises abruptes et du cours sinueux de la rivière. Pour construire la ligne, il a fallu d'abord employer beaucoup d'hommes, parce que rien n'était mécanisé. Donc on travaillait avec des outils manuels, des pics, des pioches, des pelles, un peu de dynamite. Mais c'est surtout le nombre de travailleurs qui a fait qu'on a pu avancer sur ces chantiers. On parle de 6000 hommes. Les travailleurs viennent de toutes les régions de France. Des tailleurs de pierre, des maçons et des terrassiers. On fait même venir d'Italie des Piémontais, réputés pour leur savoir-faire dans le percement des tunnels. En 1870, après seulement 8 ans de travaux, les premiers convois circulent. Au cœur de la ligne apparaît l'une des constructions qui illustre le mieux la complexité de cet énorme chantier. Dans ce site de Condres, on a tous les éléments réunis de la difficulté de la ligne des Cévennes. Le versant rocheux qui s'éboule, la rivière Allier qui attaque les ouvrages par en dessous. Donc c'est une sorte de synthèse de la ligne ici. Quelques kilomètres plus au nord, à Chapauroux, le train emprunte un autre viaduc encore plus impressionnant. Ici, les constructeurs ont érigé un pont monumental en forme de fer à cheval de 433 mètres de long et 17 mètres de hauteur. La difficulté qu'ont eu les ingénieurs, ça a été de l'inscrire dans le site parce qu'on est quand même assez resserré. Il fallait aussi avoir la place pour mettre une gare, une petite gare. Donc ils ont été obligés de faire un viaduc en courbe et c'est sûrement ce qui lui donne cet aspect majestueux. Construite à flanc de montagne, la ligne du Cévenol nécessite un entretien permanent. Il y a beaucoup de mouvements au niveau des versants, il y a beaucoup de chutes de pierre, donc il y a beaucoup de reprises de maçonnerie à effectuer et c'est quelque chose de difficile et de constant. À mi-parcours, à Aléras,
le géographe et le conducteur ne peuvent pas aller plus loin. Un éboulement a fait dérailler un convoi technique sans faire de victimes. La ligne est coupée. Frédéric retrouve sur le site l'agent de la SNCF chargé d'estimer l'ampleur des dégâts. Les rochers se sont détachés, sont passés par-dessus la route et sont venus s'écraser sur la voie ferrée. Et à 2 h du matin, il n'était qu'à 20 km/h, et ben, les rochers étaient sur la voie, le temps de freiner, ils n'ont pas pu les éviter et donc ils ont déraillé. Pour les techniciens, il va falloir évacuer les centaines de tonnes de roches qui sont tombées de la falaise. Le gros problème, c'est tous les rochers qui sont coincés sous la voie, qu'il va falloir extraire, dans certains cas même casser, avant de pouvoir lever le train, le reposer sur la voie et l'évacuer. On a des zones comme ici qui n'ont jamais posé de problème et qui, un beau jour, on ne sait pas pourquoi, nous posent souci. C'est pas du tout une surprise d'arriver sur un lieu comme ça, parce qu'il y a eu des tas de précédents dans l'histoire de la ligne. Bon, c'est toujours un peu triste de voir un train dérailler. Il va y avoir des tas de réparations, ça va coûter très cher, et puis surtout, pendant ce temps, les trains ne circulent pas. C'est donc à bord d'une draisine que Frédéric poursuit son voyage au-delà de l'accident. On n'a pas toujours ces angles-là, c'est pas des endroits où on peut venir à pied, là. Il se dirige avec le technicien vers un autre chantier à quelques kilomètres. On est complètement enclavé, on est très loin de tout, il n'y a aucune route nulle part, et on peut approcher que en draisine, qu'avec des engins sur rail. Elle est très jolie. Ouais. Sur le viaduc de la Pinède, une équipe s'apprête à descendre avec une nacelle. C'est le seul moyen pour travailler sur les arches sans échafaudage. Aujourd'hui, un maçon doit refaire des joints de chaux abîmés par le gel hivernal et les grosses chaleurs de l'été. Sans ce travail régulier, les pierres pourraient se déceler. Là, il faut le coup de main pour pouvoir mettre le mortier par terre. Le mortier, ouais. À 20 mètres au-dessus de la rivière, l'artisan perpétue avec des techniques d'aujourd'hui l'héritage des bâtisseurs du 19e siècle. À l'époque, ils prenaient tous les matériaux sur place, donc ils ouvraient des carrières souvent sur le tracé de la voie ferrée, dans les tranchées, et il y avait des tailleurs de pierre qui taillaient la pierre sur place. Ils récupéraient des grands arbres pour bâtir des échafaudages en bois, et après, ils bâtissaient le viaduc à partir des éléments qu'ils avaient sur place. C'est pour ça que c'est pas toujours d'excellentes pierres. Le patrimoine ferroviaire, c'est un patrimoine très important, aussi important que peuvent l'être des châteaux forts ou des églises, etc. Et le fait qu'il y ait des gens qui continuent à l'entretenir aujourd'hui, ça a quelque chose d'émouvant et d'intéressant, parce qu'on se dit que les techniciens d'aujourd'hui sont les gardiens du patrimoine d'hier. Et ça, c'est très important. À partir de Monistrol, à 10 km au nord de l'éboulement, les trains de voyageurs reprennent leur route vers Brioude et Clermont-Ferrand. Frédéric poursuit le parcours dans la cabine. Il reste encore 24 km à parcourir jusqu'à la sortie des gorges de l'Allier. Ça va être un itinéraire un peu plus plat, un peu moins accidenté. Et il n'y a plus d'ouvrage, plus de tunnels, plus de viaducs. Dans ce secteur, avec l'arrivée du chemin de fer au 19e siècle, les villages se sont développés et la population a fortement augmenté.
Cette ligne, elle a été une ouverture sur le monde. Quand elle est arrivée dans ces régions qui étaient très enclavées, ça a permis aux populations d'avoir une nouvelle vision des choses, de nouveaux horizons. Ça a permis aux marchandises locales de partir vers les villes. Donc c'est toute une économie qui a été dopée et donc ça a été très positif. 150 ans après sa création, la ligne du Cévenol relie toujours le Haut-Allier aux plaines de l'Auvergne. Il faut inviter un maximum de gens à venir prendre ce train parce que c'est aussi comme ça que ces lignes peuvent vivre. C'est parce qu'il y a des voyageurs qui les empruntent.